Alors, on va commencer. Donc, bonjour à toutes et tous. Bienvenue donc pour ce webinaire organisé par le GNCRA en collaboration étroite avec Atypi Friendly. Donc, voilà, nous sommes très heureuses de vous recevoir aujourd'hui pour vous parler d'une thématique autour de l'accompagnement donc des étudiants TSA à l'université. Donc, ce webinaire a été créé donc en étroite collaboration avec Atypi Friendly, donc un programme qui a été créé en 2018 et qui s'appelle Atypi Friendly depuis juillet 2023, destiné donc à favoriser l'inclusion des étudiants à besoins particuliers. Donc, le parcours universitaire, ce sont des thématiques qui sont beaucoup vues dans le cadre des formations des proches aidants. Donc, on est ravis de pouvoir faire un webinaire dans ce cadre aujourd'hui. Nous allons recueillir vos questions tout au long du webinaire et nous prendrons un temps en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Alors malheureusement, on ne pourra pas répondre à des questions individuelles, mais voilà, on fera notre maximum pour répondre à vos interrogations. Et puis le support que vous voyez aujourd'hui vous sera transmis via le campus du GNCRA. On vous expliquera les démarches à suivre en fin de webinaire, ainsi que le replay du webinaire qui sera également disponible sur campus. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexia Armand, qui est chargée de mission formation à Tipeee Friendly. Marie-Hélène Plumet, maître de conférence en psychologie du développement à l'Université de Paris-Cité et référente locale au local et au national. Et Laetitia Bonjour. Chabert, proche aidante, qui nous fait le plaisir aujourd'hui de nous apporter un témoignage dans le cadre de ce webinaire. Voilà, je vous invite à utiliser préférablement l'onglet QR pour poser vos questions durant le webinaire. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour vos questions et je laisse la parole à Marie-Hélène. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter une partie de ce programme en essayant de l'orienter, comme c'est la thématique aujourd'hui, autour aussi des proches aidants, des étudiants à l'université. Donc, Atypi Friendly, c'est quoi? C'est un programme national expérimental depuis donc 2018. Nous avons un financement pour innovation pédagogique qui vient de l'Agence nationale de la recherche et qui porte sur 10 ans qui est consacré au déploiement de ce programme en espérant qu'ensuite il perdurera. C'est un programme qui comprend pour l'instant un réseau d'un peu plus de 25 universités, mais qui s'étend de plus en plus et qui a pour objectif de mettre en œuvre des dispositifs pour mieux accueillir les étudiants avec troubles du neurodéveloppement. Et on a commencé avec les étudiants autistes à travers un programme qui s'appelait avant ASPI Friendly, vous avez peut-être entendu parler, et c'est devenu Atypi Friendly depuis quelques années où on commence à élargir aux autres troubles du neurodéveloppement. Notre dispositif est mentionné dans la stratégie sur les troubles du neurodéveloppement et nous fonctionnons en essayant de nous articuler au maximum avec les services existants dans les universités, des missions handicap ou des relais handicap, de manière à favoriser un environnement universitaire plus inclusif et véritablement ajusté aux besoins spécifiques des personnes avec TSA ou troubles du neurodéveloppement. Donc, c'est un programme qui développe des outils clés en main et qui développe des ressources à partir d'une coordination nationale des différentes équipes qui travaillent dans chaque université, qui font remonter leurs outils. Et vous allez en voir de nombreux présentés par Alexia. Et en même temps, c'est un programme qui permet d'intervenir localement pour accompagner véritablement chaque étudiant dans ses composantes, comme dans sa vie étudiante à travers à la fois des aménagements qui vont lui être proposés pour faciliter sa vie étudiante, mais également des actions de sensibilisation envers le personnel pédagogique, administratif, les tuteurs étudiants qui peuvent accompagner ces étudiants-là de manière à avoir les meilleures conditions de réussite pour les étudiants.
Et pour tous ces outils, nous développons des partenariats à la fois avec des experts scientifiques de ces différents TND, des experts de terrain dans l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, mais aussi des personnes concernées, hein. Il y a plusieurs associations d'étudiants autistes, hein, qui participent très activement au programme et même à la création de ressources comme certaines vidéos que vous trouverez sur le site. Alors, je vais commencer par vous parler des différentes euh, challenges, hein, que représente l'arrivée à l'université pour un étudiant avec TSA. On va se centrer aujourd'hui essentiellement sur le TSA. On parlera peut-être des autres TND dans un webinaire futur, et également la position particulière des proches aidants de ces étudiants. Je vous donnerai aussi quelques éléments pour se repérer dans le fonctionnement de l'université et qui doivent être évidemment des points de vigilance, hein, pour les étudiants comme pour les proches aidants. Ensuite, Alexia présentera une synthèse des principales ressources de notre programme et on terminera par le témoignage de Laetitia Chabert, elle-même proche aidant. Alors, ça veut dire quoi être étudiant à l'université? Ben, on sait que pour n'importe quel étudiant, et peut-être encore plus du point de vue adaptatif pour un étudiant avec un trouble du neurodéveloppement, c'est de devoir faire face à un certain nombre de défis. En termes d'autonomie, parce qu'on va se retrouver, l'étudiant va se retrouver dans un environnement où on lui demande plus d'autonomie qu'au lycée. Euh, c'est aussi un environnement dans lequel il y a énormément de nouveautés, hein, beaucoup de choses qui changent. L'environnement physique n'est plus le même, le campus est plus étendu, la population étudiante est plus dense, il y a beaucoup plus d'interlocuteurs, que ce soit administratifs ou pédagogiques, et il y a des nouvelles habitudes à prendre dans ce nouveau système qui vont donc être des sources à chaque fois de défis adaptatifs. Il y a un emploi du temps aussi qui va être assez différent de celui qui était au lycée, qui est moins structuré, dans lequel l'étudiant doit faire des choix, prendre des décisions, qui changent à chaque semestre, dans lequel il doit donc pouvoir trouver quelque chose de suffisamment planifiable, sécurisant, mais en même temps quelque chose où il y a des variations, il peut y avoir des imprévus, des changements en cours de route. C'est aussi un environnement dans lequel il va devoir trouver qu'est-ce qu'on attend de lui en termes de travail, en termes d'examen. Et les attentes sont sensiblement différentes à ce qu'il pouvait trouver au niveau du lycée. La gestion du travail, on demande beaucoup plus d'autonomie aux étudiants à l'université. Il y a moins de guidage pédagogique et un certain nombre de choses sont plus implicites et c'est un effort supplémentaire, hein, pour bien comprendre quelles sont les attentes dans ce nouveau cadre. Euh, la gestion du quotidien aussi est un nouveau défi, hein. Il va falloir gérer les transports vers ce nouvel endroit. Quelquefois, les transports sont plus longs que dans le quotidien du lycée. Les éléments de vie quotidienne, surtout s'il a un logement autonome, comme les tâches ménagères, prendre soin de lui au quotidien. Il faut trouver donc des nouvelles routines qui soient les plus sécurisantes pour lui, de manière à avoir l'esprit dégagé pour ses études. Euh, il y a aussi, avec l'autonomie de plus en plus grande, hein, en tant que jeune adulte, un certain nombre de responsabilités qui peuvent lui incomber. Toutes les démarches administratives, hein, dans le cursus universitaire, elles sont nombreuses, hein. Il y a pas mal de paperasse, de choses à bien comprendre du point de vue des inscriptions, des différents types d'inscriptions, son autonomie financière aussi, qui peut être amenée à gérer petit à petit, et son quotidien. Et donc, beaucoup de nouveautés auxquelles l'étudiant doit faire face. Et bien sûr, il va y faire face en partie seul, mais on sait bien qu'il va être accompagné, hein, surtout au début, par toutes les personnes qui peuvent l'aider pour éviter qu'il ne soit dans une surcharge adaptative, hein, et un risque de fatigue important et de décrochage de sa vie et d'étudiant.
Alors là, on a pris la position de l'étudiant, mais si on se place donc du côté des aidants, d'abord, il faut savoir que les aidants peuvent être avec des profils assez variés pour les étudiants à l'université. Autant au lycée, la plupart du temps, les aidants sont des aidants familiaux, quelquefois des professionnels, mais ici, on peut, avec des jeunes adultes, avoir comme aidants des personnes qui sont, par exemple, de la fratrie. Ça peut être aussi un conjoint, ça peut être un proche ou une amie ou un bénévole d'une association. Donc, on a une diversité des profils d'aidants dans lesquels qu'il faut prendre en compte hein, pour pouvoir accompagner au mieux l'étudiant. On verra dans la diapo suivante, je vous détaillerai un peu plus quelle peut être la place pour les aidants dans le système de l'enseignement supérieur. Elle n'est pas forcément semblable à ce qu'on trouve dans l'éducation avant au collège et au lycée. Et ça pose aussi la question des droits pour les aidants. Les réponses ne sont pas toujours très, très claires, très nettes, hein. Les étudiants, normalement, la plupart sont des adultes majeurs, mais il y en a qui arrivent en première année qui ne sont pas encore majeurs. Et ça pose des questions aussi de bah, quelles sont les choses dont on peut bénéficier en termes de bourse d'allègement aussi, parce qu'on est aidant d'un étudiant autiste. Donc, il y a un certain nombre d'éléments pour lesquels vous pouvez vous renseigner parce que les choses changent un peu du fait que l'étudiant devient majeur. Un autre point important en termes d'aidants, c'est que, bien sûr, comme d'ailleurs dans les années préalables, on continue, même quand on accompagne un jeune adulte, à avoir besoin de soutien et de dialogue avec des personnes qui vous ressemblent, c'est-à-dire de pouvoir être mis en contact avec d'autres aidants, d'étudiants, TSA ou TND. Autant c'est souvent assez facile à travers le système scolaire du cycle de secondaire. Mais quand on arrive à l'université, on n'a pas toujours les contacts. Donc, une des missions aussi qu'on a avec Atypi Friendly, c'est d'essayer de faciliter ces échanges entre personnes aidantes d'étudiants TSA. Alors, je vous le disais, pour les aidants, il y a plusieurs challenges parce que être aidant dans l'enseignement supérieur d'un jeune adulte, ça pose une question où on est un peu ambivalent, où il y a un dilemme entre on a envie son enfant ou son proche étudiant aille vers l'autonomisation, hein, puisqu'il devient adulte, mais en même temps, on sait bien qu'il y a une vigilance qui est nécessaire pour que l'environnement ne mette pas dans des défis adaptatifs insurmontables, hein, que l'on puisse répondre à ses besoins spécifiques qui vont évoluer aussi au cours de son cursus universitaire. Donc, ce positionnement, il n'est pas facile à tenir avec des jeunes adultes qui ont des bonnes capacités intellectuelles, hein, puisqu'ils arrivent à l'université dans ce groupe-là. Et en même temps, on sait qu'un certain nombre de choses de la vie quotidienne peuvent leur poser problème ou être parfois des éléments où on a besoin de les protéger. Donc, trouver ce bon positionnement et évoluer avec l'autonomie de la personne étudiante, c'est quelque chose hein, qui n'est pas facile comme positionnement pour les aidants. Il y a aussi la question de, même si on arrive à trouver le bon positionnement, est-ce que le système universitaire, lui, va vous accepter, va vous reconnaître dans votre rôle spécifique en tant qu'aidant? Et là encore, selon les lieux, selon la sensibilisation qu'ils ont eue ou pas vis-à-vis des besoins spécifiques des personnes TSA, on aura parfois un accueil plus ou moins compréhensif. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup, nous, à ces missions de sensibilisation des équipes pour faire comprendre aussi ça, par exemple, que pour un premier entretien d'expression des besoins au relais handicap, il peut y avoir besoin de la présence d'une personne de confiance, d'une personne aidante qui ne va pas répondre à la place de l'étudiant, c'est bien l'étudiant qui va répondre, mais qui va permettre de compléter un certain nombre d'informations et de faire que les aménagements soient le plus ajustés aux besoins de l'étudiant. Et donc, voilà, il y a une variabilité, hein, il faut bien le reconnaître d'un établissement à l'autre. Même les établissements atypi friendly ne fonctionnent pas tous de la même manière, mais on essaie vraiment d'aller vers ça. Alors, quand l'étudiant va arriver à l'université, il y a des points de vigilance, hein, à la fois pour lui-même et puis pour les aidants, de se dire, bon, là, est-ce que j'ai bien tous les éléments pour que sa vie universitaire se passe le mieux possible. Il y a ce qu'on appelle le bon embarquement des étudiants, hein, c'est-à-dire vérifier qu'il a bien tous les outils, qu'il a bien fait son inscription
inscription, qu'il a bien sa carte d'étudiant. Ça, c'est vraiment le pass indispensable. Certains se débrouillent très bien tout seuls, mais d'autres vont avoir besoin de plus d'accompagnement, hein. Toutes ces démarches administratives, elles sont déjà compliquées pour n'importe quel étudiant, hein, et on sait bien que beaucoup de membres de la famille souvent aident un petit peu, mais pour ces étudiants-là, bah, ça peut représenter une montagne, et donc ce sont des éléments importants. Être sûr aussi que l'étudiant gère bien ses adresses e-mail pour avoir accès aux plateformes numériques sur lesquelles il va pouvoir trouver toutes les informations pédagogiques, hein, les copies les enregistrements d'enseignement, par exemple. Euh, Gérer aussi l'effet boule de neige, c'est-à-dire que, on peut rapidement à l'université penser au début que tout va bien, et puis à un moment, ben, on va rater un cours et on a l'impression que on va tout rater finalement, alors que dans le fonctionnement universitaire, il y a plus de souplesse, c'est moins formel qu'au lycée. Donc si on rate un cours, ben, on peut récupérer souvent, on peut récupérer des notes, on peut récupérer des éléments qui sont sur Internet, des cours qui sont parfois enregistrés. Mais un étudiant autiste, il peut avoir l'impression que quelque chose est raté, et du coup, que ça va l'amener à un décrochage parce qu'il a l'impression que ça sera insurmontable. Donc ça, on peut un peu accompagner et diminuer les angoisses de l'étudiant pour qu'il voit qu'il y a des solutions alternatives, hein, et que bah, les choses sont gérables, hein. On peut récupérer par différentes voies les enseignements qu'on aurait éventuellement ratés, ou simplement parce qu'il y a eu un changement d'horaire et que l'étudiant ne l'a pas vu. Donc, il y a effectivement, je vous disais, une adaptation à la fois au rythme de la fac et à l'environnement physique. Quelquefois, on ne se rend pas tout de suite compte que ça va être difficile. D'ailleurs, dans l'entretien des besoins, quelquefois, certaines choses n'ont pas été repérées. Puis, c'est au cours du semestre que des besoins nouveaux émergent. Et dans ces cas-là, on peut tout à fait réadapter un certain nombre d'aménagements, hein, quand des difficultés apparaissent en cours de cursus. On peut faire évoluer les solutions d'accompagnement et les ressources qui peuvent aider l'étudiant. La question de la gestion du temps est évidemment essentielle, hein, pour tout étudiant, mais c'est vrai qu'à l'université, comme les choses sont souvent moins structurées, eh bien, l'étudiant peut parfois être un peu démuni sur la priorisation des tâches, sur la gestion du calendrier par rapport aux examens. Il y a des examens qui sont en fin de semestre, il y en a d'autres qui sont en contrôle continu, donc qui demandent des révisions très régulières, des rendus de devoirs. Donc ça, c'est quelque chose, on sait que ça peut être très compliqué. D'abord, pour tous les étudiants, ça peut être compliqué, mais pour les étudiants avec TSA qui ont souvent des difficultés ou des angoisses liées à l'anticipation, ça, c'est un point crucial. C'est pour ça qu'on développe, comme montrera Alexia, des ressources, notamment de méthodologie du travail universitaire, hein, pour pouvoir aider l'étudiant à s'organiser dans ces différents éléments. On sait qu'il ne va pas forcément tout de suite trouver toutes ces marques, mais on essaie de lui proposer des solutions d'accompagnement, y compris des solutions humaines à travers des tuteurs notamment, hein, qui peuvent les aider là-dessus. Euh, à l'université aussi, c'est très variable selon les composantes, mais il peut y avoir beaucoup de travail de groupe. Il y a des travaux individuels comme les examens sur table, mais il y a des filières dans lesquelles le travail de groupe est important. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut discuter avec les équipes pédagogiques pour voir si on peut moduler un petit peu ça, parce qu'on sait très bien qu'un travail de groupe, surtout si c'est un groupe à partir de 3-4 personnes, un étudiant autiste peut être vite un peu perdu, soit ben, il est mis un peu de côté, soit c'est lui-même qui veut diriger un peu tout le groupe, mais la collaboration vraiment en coordination, elle peut être compliquée. Donc parfois, on arrive à faire comprendre aux équipes pédagogiques, peut-être un travail en binôme plutôt qu'un travail à 3 ou 4. Ça peut être peut-être plus facile à gérer, tout en restant dans les exigences pédagogiques du fait de travailler avec une autre personne. Euh, Après, bien sûr, il faut aussi être attentif à tout l'aspect insertion professionnelle, même si on commence un cursus. Bon, on n'a pas toujours un projet très net. Là encore, tous les étudiants n'ont pas toujours, même s'ils ne sont pas autistes, un projet très net. Mais c'est vrai qu'il faut être attentif, parce que les raisons pour lesquelles on rentre dans un cursus, quelquefois, ça va être des matières qui sont des intérêts privilégiés pour l'étudiant, mais sans qu'il y ait vraiment d'idée de ce qu'on peut en faire avec ces matières-là en termes vraiment d'orientation professionnelle. Il y a pas mal de réorientation dans les cursus des étudiants autistes, donc il faut être vigilant. Et là aussi, nous, on travaille sur l'accompagnement des personnes qui font de l'orientation à l'université,
pour qu'ils aient en tête les spécificités à la fois dans la manière d'interroger une personne autiste sur ses besoins, ses envies professionnelles et sur les pistes concrètes qu'on peut lui proposer. Il y a bien sûr, donc je vous disais, un certain nombre de ressources, Alexia va vous les présenter, hein, qui permettent de compléter celles qui sont déjà existantes dans la plupart des missions handicap, mais avec des ressources vraiment orientées vers les besoins des personnes TSA. Le tout dans une démarche d'autonomisation progressive de l'étudiant, c'est-à-dire on ne vient pas faire les choses à sa place, hein, on lui donne les outils de les faire de plus en plus seul, mais en s'appuyant sur des choses qui peuvent être rassurantes, que ce soit des outils techniques ou des personnes référentes. Je te laisse changer de diapo. Alors, pour pouvoir bien accompagner un étudiant dans cette démarche, il faut connaître aussi les principaux services. Alors, chaque université est autonome et il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être très différents, par exemple en termes d'emploi du temps, mais il y a des éléments communs dans les principaux services, hein, auxquels ont accès les étudiants. Des services liés aux études, avec dans chaque filière un secrétariat pédagogique qui va être en charge de la gestion administrative de cursus. C'est auprès de ces personnels-là qu'on fait les inscriptions administratives, qu'on va pouvoir avoir sa carte d'étudiant, qu'on va avoir souvent les premiers éléments de son emploi du temps, qu'on va aussi pouvoir récupérer ses notes à chaque semestre et ses diplômes, etc. Donc ça, c'est important de bien repérer dans les filières d'inscription, hein, quelles sont les personnes responsables, en partie physiquement dans les lieux, et puis aussi, évidemment, de plus en plus par des ressources Internet. Et il y a aussi des responsables pédagogiques, hein, donc pour chaque niveau, en licence 1, licence 2, licence 3, master. Et donc ça, c'est important de bien identifier quelle est la personne responsable du diplôme, de l'année de diplôme, pour pouvoir avoir des contacts privilégiés si il y a des besoins justement de sensibiliser aux besoins particuliers de l'étudiant. Alors ça, on y participe aussi, hein, à Tipeee Friendly pour vous aider à vous mettre en contact si besoin avec ces responsables-là. Il y a dans chaque université aussi des bibliothèques universitaires, que nous on appelle souvent BU pour aller vite, qui sont des lieux très importants parce que à la fois ce sont des lieux où l'environnement physique est souvent plus calme que dans les autres parties de l'université. Et donc, ça constitue des endroits qui peuvent être, notamment, il y a des petits espaces de travail souvent dans ces bibliothèques, où les étudiants peuvent trouver un certain répit par rapport à la charge adaptative, que ce soit le nombre de personnes ou les exigences, hein, du travail. Là, ils peuvent travailler dans un lieu où ils sont un peu plus isolés. Et puis, bien sûr, c'est un lieu de documentation extrêmement important. Et une grosse partie aussi de cette partie de documentation est accessible en ligne. On peut travailler maintenant de chez soi avec presque la bibliothèque chez soi. Donc ça, c'est souvent un avantage pour pas mal d'étudiants de savoir qu'ils ont accès à cette documentation de chez eux. Il y a un service orientation aussi dans chaque université, un service qui peut être localisé de manière centrale à toute la fac à un endroit ou qui peut être à différents endroits selon votre composante. Donc, identifiez bien quel est le service d'orientation dont dépend l'étudiant pour pouvoir, si vous le souhaitez, par exemple, organiser un rendez-vous individuel pour trouver à certains moments du cursus, hein, les meilleures orientations, que ce soit au démarrage ou après la licence, par exemple, ou pour choisir son master. On peut vraiment vous aider de manière individualisée. Tout ça, ce sont des services qui sont gratuits, hein, qui sont de fait dans le fonctionnement de l'université une fois que les droits d'inscription sont payés. Alors, dans ce système, il y a donc une articulation pour les universités qui rentrent dans le dispositif ATP Friendly. Il y a une articulation avec les services handicap. Donc, il y a des référents locaux dans chaque université participant au programme. Et il y a des accompagnants qui sont du service handicap. Et on essaie vraiment de travailler ensemble à toutes les étapes, que ce soit pour l'entretien d'expression des besoins ou pour les différents aménagements et l'accompagnement de l'étudiant. Et pour la vie
quotidienne, il y a différents services à connaître. Le service de santé est très important. En général, il est en lien avec le service handicap, hein, qui permet notamment de valider un certain nombre d'éléments du plan d'aménagement des études en fonction du diagnostic, ou même s'il n'y a pas un diagnostic encore complètement formalisé, c'est le médecin qui va pouvoir dire oui, là, il y a besoin il y a des besoins spécifiques et on va valider les aménagements. Il y a le Crous aussi. Le Crous, c'est quoi? C'est toutes les parties de l'université qui s'occupent du logement et de la restauration et aussi des bourses. Donc, c'est important, si vous avez des démarches dans ce sens, de bien identifier ce service. Ils s'occupent aussi parfois de diffuser des annonces de jobs étudiants et ils sont impliqués aussi dans certaines activités culturelles. En tout cas, ce que l'étudiant a le plus souvent en face de lui en lien avec le Crous, c'est le restaurant universitaire. Ce n'est pas un endroit forcément facile, hein, pour des personnes autistes parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde. Mais là encore, dans certaines universités, je sais que ça s'est fait notamment à Toulouse, ça commence à se faire ailleurs, il y a une sensibilisation auprès du personnel de ces restos U pour essayer de trouver, par exemple, les endroits dans le restaurant où il y aurait un petit peu moins de bruit, où il puisse avoir un paravent pour les isoler un petit peu plus. Voilà, des aménagements qui permettent de faciliter l'accès aux lieux collectifs par rapport à toute la charge mentale que ça peut représenter. Et puis, il y a dans toutes les facs aussi des associations d'étudiants pour les loisirs, le sport, la culture. Donc ça aussi, ben, c'est important de bien les identifier. Généralement, ils se font sur les sites Internet, mais pas toujours. Parfois, c'est dans les locaux et c'est en visitant les locaux qu'on peut se mettre en lien avec ces services. Du point de vue réglementaire, hein, on peut demander des aménagements d'études en cas de difficulté, même si on n'a pas formellement un diagnostic médical. Bien sûr, c'est mieux avec un diagnostic, mais on a un certain nombre de nos étudiants qui sont en cours de diagnostic, qui découvrent parfois en cours de route, hein, qui rentreraient dans ce spectre. Et on n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir le diagnostic ou la notification de l'NDPH pour avoir déjà les contacts avec la mission handicap. Et on peut déjà commencer un certain nombre d'aménagements avant même d'avoir ce diagnostic, même si certains seront soumis à la validation du diagnostic par le service médical. Les aménagements sont variables, on va le voir, ils dépendent de certaines autonomies, mais il est important que la réglementation soit respectée, hein. Les étudiants à besoins éducatifs particuliers, il n'y a pas seulement des étudiants avec handicap, hein, il y a des différents types d'aménagements qui existent pour des étudiants, par exemple, salariés, des étudiants qui ont des activités prenantes en parallèle, comme les artistes, les sportifs de haut niveau ou les gens qui ont des charges de famille. Eh bien, ça rentre dans la même démarche, hein, d'ajuster l'université aux besoins spécifiques des étudiants dans un principe d'équité pour que les aménagements répondent à leurs besoins sans changer évidemment les exigences au niveau de la diplomation, hein, de ce qui est demandé dans le cursus. Alors, il y a certains aménagements qui peuvent se transposer, ce qu'on appelle la portabilité des aménagements depuis le lycée jusqu'à l'université, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière automatique, hein. Ce sont des systèmes très différents, le système scolaire et les systèmes d'enseignement supérieur. Mais évidemment, faire valoir que vous avez eu, par exemple, des droits à des tiers-temps pour vos examens qui vont permettre, si ça a bien marché, bah, de redemander la même chose au niveau de l'enseignement supérieur. Mais en réalité, les aménagements peuvent être beaucoup plus variés et créatifs que dans le secondaire. Et on va en voir quelques exemples. Donc, les aménagements, il y a les classiques, hein, avoir un preneur de notes, avoir un tiers-temps pour ses examens, bénéficier d'un tuteur pour un certain nombre de révisions, par exemple, bénéficier d'un étalement de la licence sur 4 ans au lieu de 3 ans, des épreuves de substitution aux examens qui soient mieux adaptées aux conditions de fonctionnement de l'étudiant, des aménagements liés à la surcharge sensorielle, par exemple, l'autorisation de porter un casque atténuateur de bruit, des lunettes. Mais ça, évidemment, ça paraît anodin, mais ce n'est pas anodin parce qu'il faut prévenir les équipes, il faut prévenir les enseignants pour qu'ils sachent que cet étudiant-là, il n'est pas en train d'écouter de la musique, mais qu'il a vraiment besoin de ce casque-là pour atténuer la charge sensorielle. Donc, c'est aussi, par exemple, le droit de l'autorisation de sortir d'un cours sans avoir à demander l'autorisation. Ça, c'est des choses qu'on peut avoir vraiment dans le plan d'aménagement et les enseignants
une fois qu'ils le savent, ils peuvent accepter tout à fait quand l'étudiant en a besoin, qu'il puisse sortir pour diminuer sa charge mentale. Ce sont aussi des cours et des examens pour toute ou partie à distance, hein. Il y a des aménagements de cursus qui peuvent se faire de cette façon-là. Et surtout, la mise en place de parcours très individualisés à chaque individu, à chaque besoin, et qui peuvent évoluer au cours du temps. Et c'est aussi dans certaines universités des certifications partielles d'un diplôme, même si on n'est pas allé jusqu'au bout de la validation de toutes les UE. Voilà, je vais passer la parole à Alexia pour nous présenter un certain nombre de ressources à Tipeee Friendly. On n'aura pas le temps de les détailler, mais c'est pour vous voyez le principe de ces ressources. Et je vais ajouter à ça, déjà, bonjour à tous, et je vais ajouter à ça que vous aurez accès à une synthèse des ressources avec les liens sur la plateforme campus du GNCR. Alors, tout d'abord, pour la transition vers l'université, on a 2 webinaires Parcoursup par an. Donc, Marie-Hélène en a parlé juste avant. Je ne vais pas les détailler. Un jeu sérieux qui fonctionne comme un jeu vidéo pour permettre de découvrir l'université et surtout comment on s'inscrit. Donc, ça, je le détaillerai juste après. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser. C'est une journée de pré-rentrée, donc à la fois pour les étudiants autistes, mais aussi pour les aidants. Alors, donc, ces journées-là, elles permettent de donner des conseils aux étudiants ou aux aidants pour la rentrée, donc de rassurer. Ça leur permet aussi de poser des questions. Pour les étudiants, cette année, la pré-rentrée, elle a lieu le jeudi 29 août et le vendredi 30 août de 9h30 à midi. On pourra vous redonner ces informations-là juste après. Et pour les aidants, elle a lieu le mardi 3 septembre de 18h à 20h. On a un système de tickets en ligne, c'est-à-dire vous pouvez formuler une demande sur le site Tipeee Friendly. Nous, on peut vous répondre si la réponse n'est pas sur le site et vous orienter vers les bons interlocuteurs, notamment si ça concerne une université précise. Ensuite, on a, alors Marie-Hélène en a parlé, c'est l'entretien d'expression des besoins ou l'entretien initial, c'est-à-dire un entretien qu'on va faire avec l'étudiant pour déterminer ses forces, ses besoins pédagogiques. Ça permet de déterminer du coup le suivi dont il va pouvoir bénéficier, mais aussi de l'orienter vers des ressources qui lui sont pertinentes. Enfin, il y a aussi la possibilité de sensibiliser l'environnement du jeune, donc en faisant une sensibilisation auprès de sa promotion, auprès de ses enseignants. Et ça, c'est la volonté, il faut que ce soit formulé par l'étudiant, dans le sens où on ne va pas parler de ses spécificités sans son autorisation. Ensuite, donc, pour le jeu Unif Défi, en fait, c'est comme un jeu vidéo qui permet de découvrir l'université. Donc, il y a des thématiques qui sont abordées, c'est sous forme de quêtes. Et il y a la planification des étapes d'inscription à l'université. Il va y avoir des documents administratifs à fournir. Donc, ils sont détaillés dedans, comment on les organise. Et aussi, par exemple, les lieux principaux de l'université, comme le CRUS, le service handicap, etc. Ensuite, pour ce qui est de l'accompagnement, je n'avais pas vu qu'il y avait la petite animation qui était montrée. On n'aura pas beaucoup de temps, je pense, pour le diffuser. Et en fait, on a ce petit personnage, Alex, qui accompagne les étudiants utilisateurs du jeu pour leur montrer comment fonctionne l'université. Pour ce qui est de l'accompagnement social et pédagogique, alors déjà, quand on arrive à l'université, les attentes au niveau du travail sont différentes. On attend plus d'autonomie. Donc, on a tout d'abord un module de méthodologie du travail universitaire qui est accessible en ligne. Donc, on peut s'inscrire et c'est gratuit, accessible à toute personne qui voudrait la suivre. Les thèmes qui sont abordés, ça va être la motivation, la gestion du temps, aussi les évaluations, les rendus écrits. Ça permet vraiment aux étudiants on explicite vraiment les attentes pédagogiques. Ensuite, il y a aussi la possibilité de suivre des ateliers selon les universités, en présentiel ou en distanciel, où là, ça va être animé par
un accompagnant pédagogique, ça peut être un enseignant, quelqu'un qui est spécialisé dans l'accompagnement des étudiants. On a les cafés atypiques, donc tous les vendredis soirs, qui sont ouverts aux étudiants qui présentent un trouble du neurodéveloppement, mais toute personne qui sera intéressée à participer à des échanges. Donc, c'est des échanges libres, ça s'apparente à un peu un groupe d'entraide et c'est fait dans un cadre très bienveillant. Il y a des ateliers d'habileté sociale qui sont proposés dans certaines universités, des associations d'étudiants et d'étudiantes autistes qui peuvent se réunir. Ça crée de la vie culturelle. À Toulouse, il y a la Bulle, à Amiens, c'est Prisme. Il y en a d'autres qui sont en train de se monter au fur et à mesure en France. Donc ça, c'est très encourageant. Et aussi des groupes d'échange entre aidants à l'université. Donc ça, c'est souvent plus à l'échelle locale. Pour ce qui est des ressources d'insertion professionnelle, pour l'accompagnement des étudiants, il y a sur un site qui s'appelle le projet Image, un projet européen qui a développé des outils et notamment un guide pour faire un CV, un guide pratique aussi pour réaliser un entretien professionnel. Par ailleurs, il y a aussi une charte Atypi Friendly, enfin c'est Aspie Friendly mais qui est en train de passer Atypi Friendly. Les entreprises qui la signent s'engagent à mener des actions pour favoriser l'insertion professionnelle des étudiants autistes, donc par des stages, de l'alternance, des journées portes ouvertes, ce genre d'actions-là. Et aussi, élément important, les étudiants peuvent aussi être des salariés, donc ils peuvent travailler au Crous, à la bibliothèque ou dans des entreprises à côté. C'est bien de se renseigner auprès de la MDPH pour faire une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Grâce à cette reconnaissance, l'étudiant peut avoir un poste avec des aménagements. Il y a 2 organismes qui permettent de financer ces aménagements, l'AGFIP dans le privé, le FIPHFP dans le public, et ils vont permettre de sensibiliser les équipes professionnelles, faire du coaching pour l'étudiant, etc. Ensuite, se former, eh bien, la majorité d'entre vous est déjà bien formée au TSA, mais Atypi Friendly a réalisé une série de courts-métrages sur le TSA en contexte universitaire. Donc, ça peut être pour vous une manière de mieux connaître les problématiques qui peuvent se présenter à l'université, mais aussi des outils à diffuser autour de vous, auprès des enseignants, auprès des camarades. Ensuite, vous trouverez des ressources sur le site Atypi Friendly et il y a des webinaires thématiques qui sont organisés fréquemment. Désolée, j'ai un petit peu dépassé sur le temps. C'est au tour de Laetitia de partager son témoignage d'aidante. Oui, bonjour à chacun, à chacune. Donc moi, je suis maman d'enfants dont les 2 aînés sont porteurs de TSA. Donc le premier TSA de niveau 2 et puis le second, Thomas, de TSA un peu plus léger, on va dire. En fait, donc, je voulais vous témoigner, peut-être pour illustrer tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, un petit peu le parcours de Thomas à la fac, et peut-être m'arrêter, même si c'est un jeune homme qui est vraiment incroyable et plein de compétences, m'arrêter un petit peu quand même sur ses besoins et ce qu'on a mis en place à la fac, donc vraiment en collaboration avec la fac. Et puis dire un petit peu aussi en tant qu'aidant comment je me suis située et puis voilà, et ce qu'on a mis en place auprès de Thomas. Donc en fait, Thomas est allé dans un circuit classique donc jusqu'à son bac, et ensuite il a décidé de continuer avec un BTS parce que c'était ce qui lui semblait le cadre le plus rassurant pour continuer un petit peu. Donc, il a fait un BTS à l'issue du bac. Et ensuite, eh bien, il a décidé continuer et il est entré en licence STRI, donc système électronique et télécommunication à la faculté. Et il a poursuivi jusqu'au master. Donc, aujourd'hui, il a terminé son master et il est en CDI aujourd'hui. Voilà, donc il a eu un beau parcours à l'université. Donc en fait, ses principales difficultés à lui, c'était d'une, il ne connaissait pas la fac, puisqu'il venait d'un milieu un petit peu, dans son BTS, un petit peu, on va dire, coucounant, si on peut dire ça.
Et donc, la visite de la fac et de la pré-rentrée a été vraiment déterminant pour lui. Il a pu visiter en amont tous les locaux et du coup se familiariser vraiment avec les lieux et rencontrer les personnes sans qu'il y ait de bruit, sans qu'il y ait de va-et-vient et tout ça. Donc ça a été très important pour lui. Après, il y a eu les difficultés administratives, hein, comme tout le monde, qui ont été un petit peu difficiles, surtout dans l'organisation, principalement avec des emplois du temps illisibles où on devait aller dans différents endroits pour trouver. Enfin bon, ça demandait quand même un petit peu de mise en place au début. Et c'était un petit peu un embrouillamini assez stressant pour lui. Ensuite, ce qui était sa difficulté, c'est, comme beaucoup d'autistes, évidemment, c'est de différencier l'essentiel de l'accessoire et donc de percevoir dans un cours ce qui était important et ce qui ne l'était pas. Et l'implicite dans les interactions, bien sûr, évidemment. Et aussi la demande d'aide qui était très compliquée pour lui. En fait, c'est cyclique. Donc, il comprend ce qu'on attend de lui, donc il veut le faire seul parce qu'il a des compétences. Et au bout d'un moment, il fait tellement seul qu'il s'effondre de fatigue. Et là, du coup, il trouve qu'il est nul et qu'il n'y arrive pas. Donc, en fait, c'est un petit cycle comme ça où, en effet, il est capable de faire plein de choses, mais il faut l'aider quand même. Il faut lui apporter du soutien pour pas qu'il s'épuise à faire comme tout le monde, en fait. Parce qu'il a droit à être soutenu et à pas tout faire tout seul. Donc, vraiment, travailler la demande d'aide, c'est important. Qu'il puisse lui-même jauger sa fatigue, en fait. Il y avait une autre difficulté, donc Marie-Hélène l'a souligné au niveau du self, parce qu'il y a beaucoup de gens. Il y a des files énormes, donc il avait le stress d'arriver en retard en cours, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de gens. Et puis, il y a beaucoup de gens qui fument. Donc, il me disait que pendant la file, il disait « il ne faut pas que je dise que ça pue, il ne faut pas que je dise que ça pue ». Donc, ça, c'était compliqué pour lui. Voilà. Et l'autre grande difficulté, comme on l'a souligné, c'était le travail de groupe. Donc, ce qui se passe à l'intérieur du travail de groupe, mais aussi la constitution des groupes. Parce que quand le prof dit mettez-vous par groupe, finalement, les jeunes qui ont des amis, ils se retrouvent ensemble. Et qui est-ce qui se retrouve à la fin? Ceux qui ont des difficultés, ceux qui sont allophones parfois. Donc Thomas, en fait, il se sentait obligé de gérer le groupe. Donc ça, c'était compliqué et il avait vraiment besoin d'anticiper, lui. Et puis, il se retrouve avec des jeunes qui faisaient tout à la dernière minute. Donc tout ça, c'était un petit peu compliqué pour lui. Voilà, donc rapidement, ce qu'on a mis en place comme outil avec la fac. Alors déjà, avec la fac et sans la fac, il a toujours son suivi régulier avec sa psychologue. Donc ça, c'est évident de pouvoir faire le point avec elle, qui le connaît bien et lui donner des outils. Et ensuite, chaque année, il fait ça depuis qu'il a 7 ans, on va dire, avec son petit PowerPoint. Il fait une sensibilisation à tous les élèves et aussi au corps enseignant. Donc, il explique quel est son fonctionnement, ses forces, ses faiblesses. Il n'a pas peur de ça et chaque fois, les gens passent de spectateurs à collaborateurs. Et vraiment, ça a été que du positif. Donc, il fait ça chaque année, une petite sensibilisation au début. Et il continue aujourd'hui dans son travail à faire ça aussi. Ça porte beaucoup de fruits. Pour le self, il y a en moi à Toulouse un coupe-fil. Donc, du coup, et un coupe-fil, en fait, qui est fait intelligemment de manière à ce qu'il ne passe pas devant toute la file pour aller au self, mais il y a une entrée par derrière. Et ce qui permet de pouvoir manger plus rapidement. Et voilà. Donc, ça a été super. Et pour les travaux de groupe, on a essayé de demander aux professeurs de faire comme dans la vraie vie, de constituer les groupes de manière arbitraire, en fait. Enfin, c'est le prof qui choisissait pour qu'il ait, comme dans le travail, on ne choisit pas ses collègues. Et à la fac, c'est pareil. Donc, voilà. Ça, au moins, ça a enlevé une petite difficulté. Après, il y a toujours eu, c'est vrai, je dois dire, la gestion du groupe qui est toujours compliquée, mais comme dans un vrai travail, en fait, on va dire, où il y en a qui ont des différentes manières de travailler et d'anticiper ce qu'il y a à faire.
Donc, c'est toujours quand même une difficulté. Et puis, dans les aménagements, Thomas a bénéficié du tiers-temps. Il a bénéficié aussi du port du casque réducteur de bruit pendant tout le temps. Ça, il n'y avait aucun problème. Il avait aussi à la fac un espace de repli sensoriel, un endroit sans bruit et sans mouvement. Et aujourd'hui encore, dans son entreprise, il bénéficie de ça. Il a un box insonorisé où il peut aller décompresser. Donc ça, c'était important pour lui en tout cas. Il a aussi, ça paraît aussi anodin, mais le droit de manipuler des objets pendant les cours. Donc, il a des anti-stress, des boules de papier, enfin, tout ce qui peut l'aider. Et c'est important de le dire parce que sinon, les gens se posent des questions et voilà. Après, il a bénéficié de deux dernières choses. Une qui est l'accompagnement pré-professionnel par un service qui s'appelle Happy Pêche sur Toulouse, avec un coach, en fait, qui l'a aidé à rencontrer les entreprises, qui a proposé pas mal de choses très dynamiques pour la rencontre avec les entreprises et surtout qu'il a soutenu pendant les entretiens. Donc, par exemple, Thomas, si on ne lui pose pas la question de quelles sont ses compétences, il dit on ne me l'a pas demandé et du coup je ne l'ai pas dit. Mais voilà, donc il y a des choses importantes où le soutien d'une personne extérieure peut aider. Et là, c'est bien que ce ne soit pas le parent parce que, enfin, moi je trouve en tout cas, on n'a pas à être là au niveau du parcours professionnel. Ça devient, c'est une autre chose. Et l'autre chose, ça a été l'association d'autistes, la Bulle. Et ça a été important pour Thomas qui vit dans un environnement de non-autistes ou de neurotypiques, de pouvoir avoir sa bulle à lui où il est pas, où il ne va pas regarder de quelle manière il faut réagir ou se tenir ou tout ça. Enfin, c'est vraiment une bulle positive et décomplexée, on va dire comme ça, quoi, où ils sont vraiment bien les uns avec les autres. Voilà, donc ça, c'était un petit peu tout ce qu'on a mis en place. Et moi, je dirais, en tant que parent, en fait, on a été reçus par le pôle handicap et vraiment très bien. La rencontre a été très, très positive par le pôle handicap et par l'équipe d'Atypie Friendly. Donc ça a été parce qu'on a un enfant qui est quand même pas comme les autres, donc c'est très important. Et de rester en fait souple et alerte pour pouvoir à chaque fois le rassurer, le soutenir et surtout ne pas hésiter à aller nous-mêmes interpeller les professionnels qui sont les personnes ressources à faire on peut dire comme un trombinoscope de ces personnes ressources pour qu'ils sachent vraiment qui aller voir pour tel problème ou tel autre problème et puis de le pousser pour aller demander de l'aide. Aussi de lui rappeler tout bêtement ses succès, ses compétences, ça c'est très important. Et nous, par exemple, avec Thomas, au niveau de l'organisation, on s'est retrouvés tous les dimanches soirs pour prendre un planning vierge et puis avec lui pour noter les endroits où il allait dépenser beaucoup d'énergie, tous ses rendez-vous importants, et puis de prévoir ensemble quels étaient ses temps de ressources. Donc ça, de prendre cette petite demi-heure tous les dimanches soirs, ça l'a vraiment aidé à pouvoir anticiper la gestion de son énergie. Voilà. Et la dernière chose, c'était vraiment de l'aider dans la gravité des événements à pouvoir mettre les choses à plat. Et bon, ça, je pense que tous les parents le font, mais c'est important de le redire. Voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé le temps, mais... Merci beaucoup, Laetitia. Merci à toutes les trois. Alors, on va passer aux questions. Il nous reste 10 petites minutes. C'est vrai que c'est court, hein, 1 heure. On en avait toute conscience. On était très frustrés de n'avoir qu'une heure. Mais voilà, on va essayer de répondre à un maximum de vos questions. Sachez qu'on refera une deuxième session le 16 octobre à 18 heures. Voilà, où on espère pouvoir avoir davantage de temps aussi lors de cette seconde session. Alors, j'ai retenu donc quelques questions. Voilà, malheureusement, on ne pourra pas répondre à tout.
Une première sur les demandes spécifiques. Je me tourne vers Alexia ou Marie-Hélène. Est-ce qu'il y a des demandes spécifiques auprès des MDPH à réaliser pour anticiper l'entrée à l'université? C'est pas ce qui est entendu par spécifique. Euh, on a en fait deux profils d'étudiants, soit des étudiants qui ont déjà eu un parcours avec diagnostic, etc. Et donc là, il y a déjà eu tout un dossier MDPH, ou alors c'est des étudiants qui découvrent ou qui suspectent leur profil TSA en cours de route. Et à ce moment-là, on encourage effectivement qu'il y ait un dossier MDPH qui soit déposé, mais je ne sais pas exactement si c'est à ça euh, Un que vous premier élément de souhaitiez réponse. des réponses. Alexia, on t'entend pas, Alexia? Pardon. Là, Voilà. vous m'entendez toujours pas? Oui, si c'est bon. Ça y est, on t'entend. J'ai expliqué que pour la en fait, quand on arrive dans l'enseignement supérieur, on dépend, en tant qu'étudiant, on dépend plus de la MDPH. Et si on veut faire, par rapport au parcours professionnel, si on veut travailler en tant qu'étudiant aussi et qu'on veut bénéficier du statut de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, il faut pouvoir déposer un dossier à la MDPH. Donc, ça peut se faire éventuellement en prévision de l'entrée à l'université. Je ne sais pas si l'étudiant doit être majeur ou pas déjà. Je sais pas. Merci. Bon. Une seconde question relative à la gestion des problèmes de phobie sociale et des périodes d'impossibilité à se concentrer. Comment sont-ils gérés au sein des universités? Alors, il y a des éléments, phobie sociale, effectivement, si elle est vraiment importante, on peut parfois négocier, comme je disais, des étalements d'études ou une partie d'enseignement à distance, tout en sachant malgré tout que c'est important qu'il reste une partie en présentiel, en lien notamment avec l'insertion professionnelle où il y a souvent quand même une partie du métier qui peut être en contact avec des autres. Après, si c'est juste par période et pas de manière continue, ben, on peut aussi essayer de gérer ça, notamment par tout ce qui est lieu de répit, identifier quelques personnes référentes pour être au maximum en lien avec ces personnes-là, les tuteurs, les référents enseignants, et voilà, et ne pas être dans des... Par exemple, on peut faire des dispenses de cours en amphithéâtre, où là, c'est là qu'il y a le plus de monde et plus d'incertitudes, tout en gardant la présence dans certains travaux dirigés, où là, il y a un espace en plus petit groupe, où on peut aussi mettre l'étudiant dans un endroit particulier dans les salles pour qu'il puisse gérer aussi la prévision des différentes informations qui viennent des autres. Donc voilà, on essaye de s'ajuster au maximum, mais chaque profil d'étudiant est différent, donc on essaye vraiment de faire en sorte de l'aider là-dessus. Et pour l'aspect concentration, là, c'est un aspect plus large qui peut relever en partie des aides en méthodologie du travail universitaire. Là aussi, une partie ça dépend à la fois de l'environnement physique et des moyens de régulation interne. Donc ça, ce sont des choses que dans l'entretien d'expression des besoins, on essaye de cerner un petit peu plus précisément pour voir comment est-ce qu'on peut aider au mieux l'étudiant sur ce plan-là. Merci Marie-Hélène. Une question relative à l'accompagnement à distance. Est-ce qu'il existe un accompagnement à distance pour les étudiants faisant leurs études en distanciel? Alors, pour l'instant, je ne connais pas de fac, en tout cas peut-être je me trompe, hein, mais dans l'ensemble des établissements Tipeee-friendly, pour la plupart, ce sont des enseignements en majorité en présentiel, même si une partie peut être en distanciel, mais du complètement en distanciel, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ça existe, mais je peux me tromper. Alexia, je ne sais pas si tu as une idée. Alors, ça dépend des cas et ça dépend des universités. Je sais que ça s'est déjà fait des étudiants qui étaient à distance, mais qui bénéficiaient d'un accompagnement. Maintenant, je ne peux pas dire, ça va dépendre des universités, des équipes, s'ils sont nombreux ou pas. Donc, je sais que ça a déjà été possible, oui. Mais il faut que ce soit à l'université, pas dans des écoles privées, par exemple, parce qu'on a eu cette question-là. Est-ce qu'en étant en école privée, on peut aussi être suivi par université. Et pour l'instant, le programme est en cours de construction et on n'a pas la force de frappe pour accompagner Hmm. tous les étudiants, malheureusement, mais on y travaille.
C'est vrai qu'on a centré en Merci. priorité à essayer de rendre l'université plus inclusive dans son fonctionnement actuel, qui est en majorité en présentiel. Mais je comprends très bien la demande. Et à terme, ça pourrait être intéressant de trouver cet ajustement-là. Tout à fait. Et il y avait une demande de précision des épreuves de substitution qu'on a évoquées tout à l'heure. Est-ce qu'on peut repréciser? Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui se discute avec chaque étape pédagogique, parce que chaque équipe pédagogique. Il n'y a pas une solution miracle qui irait pour tout le monde, hein. Donc ça, c'est parce que il faut que l'équipe enseignante, à la fois, bah, elle garde bien l'idée que ce sur quoi on va évaluer l'étudiant reste bien les éléments qui comptent pour la validation de son diplôme, mais par contre que la forme puisse changer. Donc, par exemple, si à place d'un oral, on peut faire un écrit, ben voilà, on le fait. Si c'est tout à fait, ça c'est la solution la plus simple. Mais après, il peut y avoir des choses, comme tu disais, un travail en groupe à trois ou quatre, voir si c'est négociable de le faire seulement en binôme. Ça peut être de faire des choses où il va y avoir un accès partiel à des documents, et notamment des documents visuels. Bon, voilà, enfin, c'est des choses vraiment qui se discutent avec les équipes de manière à ce que, alors surtout pour les épreuves, c'est plus difficile parfois quand il y a des très gros effectifs, et notamment les années de licence, c'est un peu plus facile pour les épreuves en master et notamment les épreuves en contrôle continu. Mais on essaye vraiment de discuter avec les équipes sensibilisées pour voir ce qui est aménageable. Merci. Il y avait une question autour des parcours en master. Qu'en est-il pour les parcours en master, notamment lorsque l'on est adulte en reprise d'études? Euh, alors, je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière la question, mais enfin, on accueille par exemple, à l'Université Paris-Cité où je suis, il y a des étudiants qui sont rentrés dans le dispositif ATP Friendly à tous les niveaux. Il y en a qui sont rentrés en licence, d'autres qui sont rentrés en master, d'autres qui sont même rentrés en préparant leur doctorat. Donc, c'est vraiment ouvert à n'importe quel endroit du cursus. Et effectivement, ce n'est pas réservé à des étudiants qui passaient par Parcoursup. On s'adapte aussi aux étudiants en reprise d'études. Donc ça, c'est la même chose. Si vous êtes dans cette situation-là, anticipez en tout cas votre prise d'études en contactant les services handicap de manière à ce qu'on puisse préparer en amont à la fois la familiarisation du lieu, comme on l'a vu, c'est très important, mais aussi bien comprendre vos besoins spécifiques pour voir ce qui est possible d'aménager dans le cadre de votre cursus. Merci. Une question autour de l'adaptation des salles d'examen. Comment faire pour que les salles d'examen soient adaptées un minimum aux personnes TSA? Alors, là encore, dans mon expérience, pour tous les examens, notamment les examens dans des grandes salles type amphi, il y a toujours une salle qui est prévue. En tout cas, on fonctionne comme ça, je ne peux pas dire pour toute l'université, mais généralement, il y a une salle qui est prévue à part, en très petits groupes, pour les étudiants à besoins spécifiques de tout genre. Ça peut être des handicaps sensoriels, ça peut être des 10, ça peut être des étudiants avec TSA. Ils sont en très petit nombre. Et il y a des choses qui sont prévues, anticipées en amont. Par exemple, si l'étudiant a besoin de composer sur un ordinateur ou d'avoir le sujet grossi. Enfin, voilà. Il y a une série de choses qui sont prévues. Il y a des étudiants aussi qui ont besoin d'un espace, d'une table plus grande parce qu'ils vont avoir besoin d'utiliser des formes de structuration de leurs idées un peu visualisées avec des grandes feuilles. Donc, voilà, c'est des choses qu'on peut faire. Donc, en général, c'est une salle à part où il n'est pas forcément tout seul. Il peut y avoir plusieurs étudiants, mais où on a bien anticipé en amont qu'il soit dans un lieu calme et avec les aménagements dont il a besoin. Quelquefois, ça peut être aussi une salle du service handicap. Je sais que ça existe pour certaines composantes de notre fac, où ils font des examens spécifiques dans cette salle-là. Merci. Alors, je suis vraiment désolée, mais il va falloir qu'on s'arrête ici. Il est 19 heures. Je vous remercie encore très chaleureusement Marie-Hélène, Alexia et Laetitia pour Merci à leur tous. présentation de qualité.
Un grand merci à vous trois. Je vous encourage à vous rendre sur le site du GNCRA, sur le site d'Atypi Friendly également. Voilà, vous trouverez, je l'espère, réponse à vos questions. Nous n'avons malheureusement pas pu répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à nous solliciter par mail sur le mail que vous avez eu lors de l'inscription pour le webinaire. On tâchera de répondre au maximum. Et en effet, la prochaine fois, on reverra pour avoir un petit peu plus de temps pour les questions. Donc, le replay de ce webinaire sera disponible sur le site de campus, donc sur le campus du GNCRA. Je vous invite à vous y inscrire. Nous le mettrons le plus rapidement possible avec ce support ainsi que la synthèse dont nous parlait Alexia tout à l'heure. Voilà, restez bien connectés sur les réseaux sociaux de la Maison de l'Autisme et du GNCRA où nous vous annoncerons les prochaines dates des webinaires et je vous encourage voilà, à rester connecté, vous renseigner également sur les formations des proches aidants organisées par l'ensemble des CRA. Vous trouverez voilà, la carte des CRA sur le site du GN. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Merci à vous. Merci beaucoup, Merci Nathalie. à Merci à tous. Bonne tous. soirée. Au revoir. Bonne soirée.